L'intégrale est quelque chose de magnifique. Ça revient au lycée où en regardant une vidéo de maths, je suis tombé sur un symbole, S-long, qui m'a tout de suite intrigué et bizarrement passionné. C'est en m'intéressant à des intégrales de toutes sortes que l'intégrale de Wallis m'a étonné par les idées mises en œuvre pour la comprendre et les implications liées à celle-ci. Avant tout ça, essayons de comprendre qu'est-ce qu'une intégrale. Regardons graphiquement pour bien comprendre. On trace la fonction qui est associée à x lui-même, et maintenant, ce que décrit une intégrale va apparaître. Ce sont ces rectangles représentant l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Pour s'approcher au plus de cette aire, les rectangles deviennent de plus en plus petits et de plus en plus nombreux. À vrai dire, on parle d'infiniment petits et d'infiniment nombreux. À l'infini, ces rectangles deviennent exactement cette aire. Comme vous avez pu le comprendre en début de vidéo, on note S long l'intégrale, soit l'aire entre deux points. Regardons rapidement quelques propriétés des intégrales, qui seront essentielles à la compréhension des calculs qui vont suivre. Même pour les connaisseurs, un rappel fait pas de mal. Sûrement la chose la plus importante est que l'intégrale a un fort lien avec les primitives, l'inverse de la dérivée. On note que l'intégrale d'une fonction est égale à la différence entre sa primitive au point B moins sa primitive au point A. La propriété que nous utiliserons le plus sera la linéarité. Prenons un exemple graphique. On associe à x son carré et x, x. Additionnons ces deux fonctions pour donner la fonction qui est associée à x, x au carré plus x. Décalons les rectangles de la fonction linéaire au-dessus de la fonction carré. On remarque que l'aire de ces deux fonctions combinées est bien égale à l'aire de la fonction qui est associée à x, x au carré plus x. Prenons un exemple avec ces mêmes fonctions sur un segment 0,5. On connaît les primitives de x et x au carré, on peut appliquer ce qu'on a vu au-dessus. Pour les trois fonctions, on obtient bien le même résultat. La dernière propriété est l'intégration par parties. Nous ne démontrerons pas ces deux propriétés dans la vidéo, mais je laisse dans la description un PDF avec toutes les démonstrations pour les intéressés. Bon, je pense qu'on est prêt pour aller au cœur du sujet. Qu'est-ce que l'intégrale de Wallis? On note la suite w de n comme l'intégrale de Wallis, qui est définie par l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus puissance n x dx. Pour certains calculs, il est nécessaire et plus pratique de définir autrement l'intégrale. Utilisons la propriété du roi pour transformer la suite en l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus puissance n x dx. Base posée, pour se donner un peu d'intuition, calculons les premiers termes de la suite. W0 est égal à pi sur 2. W de 1, en prenant la primitive du sinus, on obtient 1. W de 2, nous pouvons le calculer par intégration par partie. Mais il y a une manière plus élégante. Utilisons le fait que cosinus carré plus sinus au carré est égal à 1. On ajoute W de 2 des deux côtés pour faire apparaître l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus carré x dx. Par la linéarité, on peut écrire que W de 2 est égal à pi divisé par 4. Parfait, on dirait qu'il y a une relation entre W de n et W de n plus 2. Vérifions ça et utilisons l'intégration par partie pour avancer. Prenons u' de x comme la fonction cosinus et v de x comme la fonction cosinus puissance n plus 1. Dérivons v et prenons la primitive de u. Le terme de gauche est nul. Sinus de 0 est 0 et cosinus de pi sur 2 est 0. Tout s'annule, alors concentrons-nous sur les termes de droite. Sortons le signe négatif, la constante n plus 1, car elle ne dépend pas de x, et regroupons les sinus. Les propriétés trigonométriques vues en terminale sont encore utiles. Sinus carré et 1 moins cosinus carré. Distribuons le tout et séparons-les grâce à la linéarité. On retombe sur w de n et w de n plus 2. Mettons tous les mêmes termes d'un même côté. Arrêtons-nous 2 secondes sur cette relation qui sera la base de tout. Et chose étonnante à remarquer est que si nous multiplions par w de n plus 1 de chaque côté, il y a une relation constante entre les termes qui apparaît. Gardons cette idée dans un coin de notre tête. Isolons w de n plus 2 et grâce à cette relation, on va pouvoir écrire la suite en différenciant pair et impair. Au dénominateur, le nombre de termes de la suite. Au numérateur, le nombre de termes de la suite diminué de 1. On multiplie le tout par la suite de deux termes précédents. Appliquons cette méthode pour w de 2n les pairs et w de 2n plus 1 les impairs. On aura au dénominateur tous les pairs et au numérateur tous les impairs. Important à remarquer est qu'il y a pi sur 2, à voir si ça nous sera utile. Le pi majuscule définit le produit, c'est pour simplifier la notation.
Pour les impairs, c'est l'inverse. On a au dénominateur tous les impairs et au numérateur tous les pairs. Assez particulier, n'est-ce pas? C'est bien de connaître tout ceci, mais la base est de savoir si la suite est croissante ou décroissante, voir sa limite. Nous n'en savons rien jusqu'à présent, donc passons un peu de temps dessus. On va regarder graphiquement la chose en traçant l'intégrale de 1, de la fonction cosinus au carré, etc., etc. Et regardons si les r diminuent petit à petit. De toute évidence, la suite semble être décroissante. Démontrons ça rigoureusement par la méthode vue en terminale. W de n moins W de n plus 1 en étudiant le signe résultant. On utilise la linéarité de l'intégrale, factorisons le tout et étudions le signe de 1 moins cosinus de x. Nous sommes dans l'intervalle 0 pi sur 2. Le cosinus est compris entre 0 et 1 dans cet intervalle. Multiplions par moins 1, ce qui change le sens des inégalités. Et ajoutons 1. On remarque alors que W de n moins W de n plus 1 est positif. La suite est décroissante. Le terme précédent est plus grand que le terme suivant. Tout ça est bien joli, mais intéressons-nous à l'utilité de ce qu'on a vu. Il y a deux utilités majeures. La détermination de la constante c de la formule de Stirling et l'approximation de pi. Intéressons-nous à cette dernière. La décroissance de la suite implique que W de n est plus grand que W de n plus 1 et que W de n plus 2. Là, on ne peut pas en tirer grand chose. Divisons par Wn pour essayer d'utiliser un potentiel théorème des gendarmes. Le terme à gauche, manions-le un peu. On remarque que si n tend vers l'infini, 1 sur n et 2 sur n sont nuls. Il ne reste alors que 1 divisé par 1. On peut utiliser le petit théorème des gendarmes vu en terminale. Ce qui nous permet de dire qu'à l'infini, W de n et W de n plus 1 sont égaux. Ça s'applique à W de 2n et W de 2n plus 1. Ok, le moyen de déterminer pi semble clair. On multiplie par pi sur 2 des deux côtés et simplifions le tout. Avec un programme Python, on peut déterminer la valeur de pi. Plus n sera infiniment grand, plus nous serions proches de pi. Regardons graphiquement ce que ça donne. On voit bien que la courbe s'approche de plus en plus de pi jusqu'à être confondue avec celle-ci. Nous sommes qu'à 200. Avec 10 puissance 11, on peut avoir 6 décimales de pi exactes. C'est assez lent, je vous l'accorde, mais il n'y a pas de limitation théorique à l'approximation des décimales de pi. Le résultat le plus étonnant de cette vidéo va bientôt arriver. Par la détermination de la constante c de la formule de Stirling. Cette formule, elle propose une approximation de la factorielle. Rappel de ce qu'est la factorielle, c'est le produit des nombres entiers strictement positifs, inférieurs ou égaux à n. Rappel fait, revenons sur cette idée de constante, entre les termes vus précédemment. Déterminons cette constante en posant n égale 0. On obtient pi divisé par 2. Maintenant, W de n et W de n plus 1 à l'infini étant égaux, on peut écrire que W de n est égal à l'infini à racine de pi divisé par 2n. Trouvons un moyen de faire apparaître des factoriels. W de 2n semble être le candidat parfait. Multiplions le numérateur et le dénominateur par celui-ci. Au numérateur, factoriel de 2n apparaît. Au dénominateur, on a un peu plus de travail. On remarque qu'on multiplie par 2 n fois, ce qui donne 2 puissance n. Grâce à ça, factoriel de n apparaît. Remplaçons l'expression des factoriels par leur expression dans la formule de Stirling. Des simplifications évidentes peuvent être faites. 2n divisé par l'exponentielle de 1, le tout puissance 2n, et la constante c se simplifie. La racine dérange, multiplions en haut et en bas par celle-ci. La multiplication par 2 se simplifie. Là encore, on ne peut plus avancer. Mais on sait que W de 2n à l'infini est racine de pi divisé par 4n. Remplaçons par cette expression. La constante c est égale à racine de 2pi. Fait étonnant, qu'est-ce que pi vient faire dans une approximation de factoriel qui ne fait appel qu'à des entiers? Aussi, c'est peut-être la plus belle approximation. L'exponentielle apparaît, la puissance, pi et les entiers, avec n. Maintenant, regardons si graphiquement ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à m'excuser pour les quelques problèmes de micro qu'il y a eu pendant la vidéo.
Mais je tiens à remercier aussi tout particulièrement 2 personnes du Discord Manim, Uwezi et Abu Lafia, qui ont été 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé dans l'apprentissage de Manim.